Bonjour, bienvenue à cette 12e session consacrée à un chapitre un peu spécifique, c'est le dernier, qui est celui de la méthodologie. Quelle méthodologie aborder, prendre en analyse financière? Tout d'abord, nous avons parcouru des concepts, nous avons appris des outils. Les concepts, c'est la liquidité, la solvabilité, la profitabilité, la trésorerie, la rentabilité, le financement. Bref, un certain nombre de concepts clés que l'on va utiliser. Et parallèlement, on a utilisé aussi des outils. Le bilan financier, le bilan fonctionnel, les soldes intermédiaires de gestion, le compte de résultat, etc. Et le gros problème que l'on peut avoir, c'est déjà de mettre de l'ordre dans nos concepts, de savoir quels outils il faut prendre pour aborder les concepts en question, et quel ordre, quelle rationalité, quelle démarche logique. C'est ce que je vais vous apprendre durant cette 12e session. Tout d'abord, nous avons trois types d'analyse. Et là, c'est important parce que c'est plus une typologie d'analyse qu'une méthodologie. Nous avons une analyse horizontale qui concerne la comparaison de séries chronologiques. Une analyse verticale qui va nous permettre de considérer le poids de chaque élément par rapport à l'élément précédent ou par rapport à un élément qu'il contient. Le poids de l'actif immobilisé dans l'actif. Ou le rapport entre les immobilisations corporelles et les immobilisations incorporelles. Donc ce sont des ratios de structure. Et puis nous avons une troisième analyse, l'analyse sectorielle, qui elle compare l'entreprise avec le secteur, la moyenne du secteur. Donc si on relie les trois types d'analyse, on a des données fiables, parce que la fiabilité est une chose importante dans l'analyse financière, j'y reviendrai, et nous allons pouvoir dérouler notre méthodologie. L'analyse horizontale, je vous donne un exemple de série chronologique de vente, avec des comparaisons, des variations. L'analyse verticale avec un poids structurel des éléments d'actifs. Et l'analyse sectorielle avec une comparaison avec le secteur de l'entreprise. Donc là, des choses importantes, mais pas très très compliquées. Nous avons vu durant ces 11 sessions d'analyse financière le compte de résultat, profitabilité, les investissements, les financements, le bilan, le bilan comptable, le bilan fonctionnel et le bilan financier. Donc quels investissements? Car ce sont les investissements qui produisent de la profitabilité. Comment sont financés nos investissements? Les sources de financement, la structure des ressources, et la rentabilité qui n'est qu'une donnée logique de tout ce processus. La fin ultime étant la trésorerie avec les cash flow statements. Donc voilà ce que nous avons vu, mais vous voyez que c'est relié. Bien entendu, il y a une logique, mais la logique est trop linéaire. Je vous propose une logique qui n'est pas linéaire, qui semble un peu compliquée comme cela, mais je vais la commenter. Je pars des trois cycles de l'entreprise, exploitation, investissement, financement. Et je relie ces trois cycles aux trois concepts clés de l'analyse financière, à savoir la profitabilité, capacité de la firme à générer du profit, tout part de là, sa capacité à générer de la rentabilité, donc un résultat, une marge par rapport à des moyens utilisés pour y parvenir, et enfin la liquidité, la capacité à générer du cash. Tout tourne autour de ces trois concepts. Comment relier exploitation, investissement, financement avec profitabilité, rentabilité et liquidité? J'ai essayé de vous donner, d'illustrer une cartographie
des processus clés qui permettent effectivement d'analyser une entreprise. Tout d'abord, le cycle d'exploitation génère de la profitabilité. Bien sûr, c'est lié aux investissements. Mais dans le cycle d'exploitation, on a une profitabilité clé, la profitabilité du métier. Cette profitabilité va générer un résultat. Ce résultat, on va le rapprocher de la rentabilité et du financement. Ce résultat provient des investissements. Dans les investissements, on a, dans l'actif économique, les immobilisations, donc la politique de dotation aux amortissements et provisions, et le BFR. Vous voyez que la relation exploitation-investissement fait apparaître déjà la liquidité, puisque la politique d'investissement produit indirectement des dotations aux amortissements et provisions que l'on va retrouver dans le compte de résultat, plus le résultat qui est généré par les investissements, moins la variation du BFR, autre composante des investissements qui génère donc un cash flow d'exploitation. Donc DAP plus résultat moins variation du BFR égale cash flow d'exploitation. On est en plein dedans. Maintenant, la relation entre investissement et financement. Tout d'abord, investissement va générer une politique de cash flow d'investissement. Dépenses, généralement cash flow négatif. Donc on saura la partie liquide des investissements. Ensuite, le financement. Le financement a une structure, capitaux propres, endettement net financier. Le financement, on va le rapprocher de la profitabilité avec le résultat net, ce qui va nous donner la rentabilité. Et parallèlement, le financement, le cycle de financement va générer des cash flows. C'est des cash flows de financement. Donc vous voyez que si vous avez ce schéma à peu près en tête, quand vous allez analyser la profitabilité, quand vous allez analyser les investissements, quand vous allez analyser la structure de financement, vous aurez en tête la profitabilité, la rentabilité, et quand vous allez analyser la trésorerie, vous aurez en tête la liquidité. Donc nous pourrons faire une analyse, une synthèse entre profitabilité, rentabilité et liquidité, ce qui permettra d'y voir un peu plus clair. Tout d'abord, la profitabilité, eh bien, elle se fait à partir des outils solde intermédiaire de gestion retraité si possible, et donc on va utiliser des ratios de marge, l'évolution du chiffre d'affaires, l'évolution de la production de l'exercice, et puis, dans les ratios de marge, le rapport entre tel solde intermédiaire de gestion et le chiffre d'affaires. Ça nous donnera structurellement, puisque c'est des ratios de structure, la part de la valeur ajoutée dans le chiffre d'affaires, la part de l'EBE dans le chiffre d'affaires. L'évolution de l'EBE, l'évolution de la valeur ajoutée. Donc oui, on a quelque chose de double, deux dimensions, on reprend l'analyse horizontale et verticale, et puis si on a le secteur, eh bien ça sera encore mieux, on pourra faire une comparaison avec le secteur. Donc on pourra se rendre compte de la profitabilité de l'entreprise, des origines de la profitabilité via les soldes intermédiaires de gestion, et donc d'avoir des pistes de réflexion. Est-ce que mon résultat exceptionnel est très important et concourt à former le résultat? Auquel cas, qu'y a-t-il dans les produits exceptionnels? Qu'y a-t-il dans les charges exceptionnelles? Est-ce que j'ai cédé beaucoup d'immobilisations, ce qui a fait des immobilisations qui étaient déjà amorties, ce qui génère donc un profit exceptionnel important et qui concourt à former le résultat net comptable? Est-ce que j'ai fait des profits nets importants en matière financière? Est-ce que je place de l'argent, comme par exemple une grande surface qui a une encaisse liquide très importante, qui va placer de l'argent et qui, avec ce placement de cash, va générer des profits qui sont aussi importants que son résultat d'exploitation? Vous voyez, il y a plein de pistes. Donc là, on va voir déjà la formation, la structure du résultat. La structure des bénéfices ou des pertes, je préfère des bénéfices. Et puis, nous allons passer à l'origine de ces résultats. Les résultats proviennent des investissements, et les investissements sont là pour faire du résultat. Deux types d'investissements, des investissements plus traditionnels, les immobilisations, et les investissements moins traditionnels, le BFR. Et là, c'est très facile, on va regarder
si notre parc d'immobilisation est obsolescent ou non, avec le ratio IMO net sur IMO brut. Si les IMO nets sur les IMO bruts sont... si ce rapport est égal à 0,50, ça veut dire que le taux d'obsolescence est de 50%, donc mon parc est à moitié amorti. Si on est à 90%, ça veut dire que je vais sûrement renouveler un jour ou l'autre. Donc je vais avoir des dépenses futures à faire. Donc ça veut dire aussi que je suis peut-être moins compétitif, ça dépend du secteur. On va regarder l'évolution en pourcentage des immobilisations pour voir s'il y a une politique d'investissement dans l'entreprise. Et puis on va regarder la part de l'actif immobilisé dans le total de l'actif pour voir si cette entreprise, évidemment ça dépend du secteur, a un fort taux d'intensité capitalistique ou non. Maintenant passons au BFR. Bon, pas de problème, vous voyez, ce sont les ratios que l'on a vus qui permettent de savoir quelle est la durée moyenne de règlement des clients, de paiement aux fournisseurs et de renouvellement du stock. Les ratios sont un peu plus complexes que ceux que je vous ai donnés, puisque par exemple dans les encours clients, bien sûr on a des créances clients, mais il ne faut pas oublier que nous avons eu des avances, donc il faut les retirer, et qu'il y a des effets qui ne sont pas, qui sont hors bilan, qui sont escomptés, mais ces effets ne sont non échus, donc il faut les intégrer comme pour le retraitement du bilan fonctionnel. Dernier ratio, BFR x 360 jours ou 365, peu importe, sur le chiffre d'affaires. TTC, n'oubliez pas, hein, l'impact de la TVA. Là, ça va nous donner la relation de mon BFR et de mon chiffre d'affaires en nombre de jours. Mon BFR, c'est égal à combien de jours de chiffre d'affaires. Et puis si on fait ça sur 2-3 années, eh bien on a déjà une bonne vision de l'évolution du BFR et donc une bonne vision de la variation des investissements. Qui dit investissement dit financement. Quelle est la structure de mes ressources? On sait qu'on a des capitaux propres et l'endettement net financier, donc on va regarder quelle est la part des capitaux propres dans notre passif, dans notre endettement. Si les capitaux propres représentent 90% de l'endettement, ça veut dire que je suis très indépendant. Si les capitaux propres représentent 1%, comme lors de l'exemple de l'effet de levier où on avait des capitaux propres égal à 1 et l'endettement net financier égal à 99, ça veut dire qu'on est effectivement très peu indépendant. Nous ne sommes pas autonomes, c'est moins qu'on puisse dire. Et donc, eh bien, ça signifie que l'entreprise a entrepris de se financer à partir des emprunts, à partir donc des dettes financières, et donc on sait que c'est un risque. On peut recouper par exemple ce ratio avec le ratio ou avec simplement la donnée des charges financières. Si nous regardons le ratio endettement net financier sur les capitaux propres, nous avons le levier, et si nous regardons nous calculons le ratio charges financières sur l'endettement net financier, on a le coût apparent de l'endettement. Donc là, on peut relier tout ce que l'on vient de constater. Alors après le financement, la rentabilité, y a-t-il un effet de levier ou pas? Donc on va calculer le ROE et le ROCI, et on va regarder quelle est la relation entre le ROE et le ROCI. Donc surtout pour le ROCI, quelle est la rentabilité de l'actif économique? Donc c'est quand même une donnée de la rentabilité de l'entreprise. Ensuite, nous pouvons arriver à la trésorerie. Donc à partir de l'outil que vous connaissez, qui est le cash flow statement ou le tableau des flux de trésorerie. Et puis, on a deux ratios de liquidité, donc capacité à se transformer en cash, la liquidité, je rappelle. On a un ratio de trésorerie immédiate, de liquidité immédiate, qui est ce qu'on appelle en anglais l'acid test, c'est-à-dire c'est la trésorerie active sur la trésorerie passive, et puis un ratio de liquidité à court terme classique, où on va comparer le court terme et l'immédiat par rapport en actif, au court terme et immédiat par rapport au passif. Et donc là, on va voir si finalement l'actif couvre le passif ou non. Et vous voyez que ça, c'est à relier aussi au BFR. Et donc, on aura une bonne vision de la situation de la trésorerie. Et surtout, via les cash flow statements, nous saurons exactement d'où provient la trésorerie. Et nous pourrons recouper très simplement entre une politique, par exemple, de vente d'immobilisation à tout va. On vend les meubles, hein, ça va mal, on vend les meubles. Donc, je vends mes immobilisations.
Ça veut dire que c'est du profit exceptionnel. Je vais avoir un résultat exceptionnel important. Donc là, on verra dans la profitabilité, ce qui expliquera sûrement le résultat net comptable. Et bien là, effectivement, avec le cash flow statement, on peut voir si la trésorerie liée aux investissements, les cash flows liés aux investissements sont positifs, alors que d'habitude, ils sont négatifs, puisqu'on achète plus des investissements qu'on les revend. Donc vous voyez, on peut faire des liens comme ça, et si on comprend bien ce que l'on calcule, comme toujours, il est facile d'analyser. Donc, nous sommes au terme de ce cours d'analyse financière. Je vous souhaite bon courage pour les révisions des examens et j'espère que j'aurai été assez clair et que vous aurez eu du bonheur à écouter ce cours et à travailler les études de cas et les exercices que nous avons faits ensemble. Voilà, et bien écoutez, à très bientôt. Au revoir.